Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Clémentine Tolas. Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors Clémentine, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle en histoire et civilisation nord-américaine. Vous êtes spécialiste notamment du cinéma muet aux États-Unis et de son impact culturel national et international sur la société des années 1910 et 1920. Vous avez notamment travaillé sur les films de guerre et sur le pouvoir de certaines actrices comme Pickford ou Norman dans une industrie du film en formation. Vous avez publié de nombreux ouvrages. On a mis votre bibliographie sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Vous portez notamment avec des collègues de Lille et de Créteil, ainsi que des associations étudiantes et culturelles, la production d'un documentaire de prévention. Actuellement, vous travaillez sur ça, qui s'appelle Briser le silence des amphis, harcèlement, violence sexuelle et sexiste à l'université, qui devrait normalement, on espère en tout cas, voir le jour en 2022. Alors aujourd'hui, on va partir pour les États-Unis, on va dire aux alentours de votre période de prédilection. On est dans l'entre-deux-guerres, voir une série diffusée sur Netflix qui s'appelle Self-Made. Peut-être pour commencer, comme c'est de tradition, Clémentine, pouvez-vous nous en faire le pitch pour la présenter à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas? Tout à fait. Alors, Self-Made, c'est une mini-série en 4 épisodes qui est sortie en 2020 sur Netflix et qui se concentre en fait sur les années 1910 aux États-Unis et sur le parcours personnel donc de Madame C.J. Walker, qui est jouée par Octavia Spencer. Octavia Spencer qui s'est fait un nom au cinéma aux États-Unis et dont on a retenu le rôle très remarqué dans le film The Help, dont le titre a été traduit par La couleur des sentiments. Et le parcours personnel de Madame C.J. Walker, c'est une femme, donc une blanchisseuse, qui va devenir millionnaire grâce à la commercialisation de produits capillaires pour les Afro-Américaines. Et donc l'intrigue de la série se déroule pendant les années 1910, donc aux États-Unis, entre le sud et ce qu'on appelle la Rust Belt, ceinture de la rouille, à savoir donc la ceinture industrielle qui était extrêmement florissante à partir donc des années 1900-1910 où il y a eu un grand boom industriel. Et la série nous permet de voir comment une femme afro-américaine en fait va participer à cet essor économique américain à l'époque avec sa gamme de produits capillaires. Revenons peut-être un peu, si vous voulez bien, Clémentine, sur ce personnage que vous avez indiqué, Madame C.J. Walker, qui est en fait une icône africaine, américaine, très connue outre-Atlantique. Alors, ce qui serait intéressant peut-être pour commencer, c'est de voir comment la série met en avant cette création de ce personnage qui est très public et elle articule en même temps une narration, une histoire très personnelle. Donc, comment est construit le récit finalement de cette série ? Alors, en fait, la série s'articule sur la vision donc de Sarah Breedlove, qui est donc nom d'origine de Madame C.J. Walker, et la manière dont elle va créer un personnage public en contrôlant son image, en mettant en valeur une narration personnelle. Et la série, en fait, s'inspire d'un ouvrage publié récemment dans lequel on voit que donc Madame C.J. Walker racontait ce qu'elle voulait d'elle-même. Elle sélectionnait en fait ce qu'elle avait envie que les gens sachent d'elle. Et ce qui est intéressant, j'aime utiliser le terme d'icône africaine-américaine quand on parle d'elle, c'est parce qu'elle a tout compris en fait à la communication moderne.
Donc, elle développe son entreprise et devient célèbre en tant que femme industrielle aux États-Unis, à l'époque où il y a un vrai développement de la culture des célébrités avec l'essor du cinéma. Donc, les années 1910, c'est l'époque où on a les premières stars du cinéma, où il y a un vrai relais de l'image des stars dans la presse spécialisée. Et en fait, elle va réinjecter toutes ces techniques de communication pour promouvoir sa marque. Alors, comment Eh bien, en fait, elle va utiliser son image, son visage pour la ligne de ses soins capillaires et donc elle va faire de sa figure l'image de sa marque. Donc, elle devient la marque, elle devient iconique grâce aux emballages qui portent son portrait et finalement, elle est en quelque sorte la représentation d'une femme noire moderne qui assume une fierté raciale très prononcée. Et c'est pour ça que le terme d'icône, à mon sens, est important. Alors, cette histoire personnelle, donc, c'est vraiment un parcours à l'américaine. Donc, elle aime qualifier sa narration personnelle de From Washtub to Boardroom, c'est-à-dire de la bassine à lessiver au conseil d'administration. Et on est dans une véritable success story, donc ce qu'on appelle en anglais des histoires from rags to riches, des gens qui ont commencé leur vie en haillons et qui finissent immensément riches. Et donc, tout le but de son du récit, de la narration qu'elle construit, c'est de montrer comment d'une activité domestique, elle est passée à la production artisanale d'un produit destiné aux femmes de sa communauté et à une activité industrielle extrêmement florissante. Et en fait, cette histoire de créer un personnage, construire un récit édifiant, se retrouve dans le fait qu'elle change son nom. Donc, son nom à l'origine est Sarah Breedlove, et en fait, elle va se rebaptiser Madame C.J. Walker. Donc, C.J. Walker, c'est le nom de son second mari. Et en fait, cette notion de madame est très importante pour elle. Alors, il y a un petit sous-entendu coquin parce que une madame aux États-Unis, c'est une proxénète femme, mais il y a surtout en fait le fait de se donner une sorte de titre de noblesse. Madame, il y a une élégance un peu européenne, une sophistication. Et puis, ça résonne également avec ce qui est courant chez certains artistes afro-américains de jazz qui se rebaptisent. Par exemple, Duke Ellington, c'est un duc, donc il fait partie d'une noblesse artistique. C'est une noblesse afro-américaine autoproclamée qui finalement se donne des titres pour dire que la communauté afro-américaine est capable d'un certain élitisme. Et donc, le nom Madame C.J. Walker montre qu'elle a quitté finalement la pauvreté pour accéder à un statut supérieur. Et le titre de la série, en fait, est particulièrement intéressant, Self-Made. C'est une référence au Self-Made Man, mais elle est Self-Made Woman. Elle s'est fait toute seule, elle a créé elle-même son empire et elle a créé aussi l'image qu'elle veut que les gens retiennent. En fait, elle est une sorte d'autrice totale de sa vie et elle fait la promotion du glamour africain-américain, mais aussi de l'idée de travail. Et vraiment, il y a une espèce de fiction méritocratique en jeu avec cette série qui met à l'honneur l'histoire de la création d'une entreprise qui va se développer et d'une femme qui va accéder à une condition supérieure.
Madame C.J. Walker, finalement, Clémentine, c'est quelque part un nouveau visage pour la femme noire américaine qui met en avant, on va y revenir tout au long de l'émission, certaines qualités, on va dire, ou appartenances nouvelles. On voit bien quelque part désormais qu'il y a peut-être là, ici, un marché, hein, tel qu'on peut le voir. Vous avez parlé de self-made woman. Il y a un marché ici qui se met en place. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette idée de nouveau visage de femmes noires américaines, loin des canons de beauté eurocentriques. Alors, un des enjeux de la série est de montrer la rivalité fictionnalisée entre Sarah et un autre personnage d'entrepreneuse, Addie Monroe, qui est en fait inspirée par une femme qui s'appelait Annie Turno Malone et qui était elle aussi une entrepreneuse spécialisée dans les cosmétiques capillaires et qui a également bâti un empire. Alors, dans la version fictive de la série, une va connaître le succès et l'autre la déchéance. Enfin, pas vraiment une déchéance, mais en tout cas, ne va pas devenir millionnaire et il va y avoir une rivalité, une jalousie au fur et à mesure des épisodes. Mais cette rivalité naît également de leurs caractéristiques physiques. Donc, le choix d'Octavia Spencer est important parce que c'est une femme à la peau foncée, petite, replète, tandis que Addie Monroe, qui est interprétée par Carmen Ejogo, représente en fait ce qu'on appelle dans les stéréotypes véhiculés par le cinéma la mulâtre tragique. En fait, il y a tout un questionnement sur les différences physiques au sein de la communauté afro-américaine, mais aussi les hiérarchies raciales qui existent en fonction des cheveux et de la peau. Et l'enjeu de la série, c'est de voir comment Sarah, cette femme qui se veut être une vraie noire, une femme afro-américaine authentique, qui n'a pas de sang mêlé, ce qui est absolument illusoire parce qu'on ne peut pas retracer en fait le patrimoine génétique des Afro-Américains et parler de pureté de la race noire. Enfin, il y a quand même énormément de métissage aux États-Unis. Mais donc Sarah, en fait, se veut porte-parole et femme représentant les vraies femmes noires. C'est-à-dire celles qui ne peuvent pas passer pour des blanches, qui doivent travailler, qui doivent être malines pour réussir et qui doivent aussi se battre avec le fait que être noire, à l'époque de la ségrégation, c'est une situation de souffrance, c'est de la discrimination constante, c'est de la violence. Et à l'inverse, le personnage d'Addie Monroe représente donc les métis, qui sont admirés pour leur peau, pour leurs cheveux, pour finalement la partie blanche de leur identité et qui se contentent d'être belles. Et en fait, donc Madame C.J. Walker veut que la femme noire s'assume en tant que noire et n'essaye pas de se rapprocher en fait des caractéristiques physiques des blanches, que le canon blanc ne soit plus finalement ce qui est apprécié. Et dans le troisième épisode, qui s'appelle La Walker Girl, il y a en fait tout un débat sur l'image qui doit être adoptée sur les boîtes et donc tous les produits de la marque. Et donc le mari de Sarah lui propose de créer la Walker Girl, qui sera une version en fait noire de la Gibson Girl. Alors cette Gibson Girl, c'est l'icône féminine américaine par excellence. Il est dit dans la série, les femmes veulent lui ressembler, les hommes la désirent. Et avoir une version noire, donc une reine de beauté blanche, ça défrise un petit
désolée pour le terme, mais ça défrise un petit peu donc Madame C.J. Walker qui, qui dit que c'est pas possible parce que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le quotidien d'une femme noire et ce n'est pas à ça qu'une femme noire ressemble. Et ça devient un personnage qui la hante en fait, donc cette Walker Girl qui est une espèce de copie presque conforme, si ce n'est la couleur de la peau de la Gibson Girl. C'est un personnage qui la hante, qui la nargue et qui l'amène à se questionner sur qu'est-ce que c'est qu'être noir, qu'est-ce que c'est que la beauté noire, qu'est-ce que c'est que la fierté noire. Et donc, elle a envie que son visage soit sur ses produits, justement pour remettre en cause tous ces canons blancs. J'aimerais maintenant, Clémentine, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qu'on voit justement comment Octavia Spencer se présente justement face aux stéréotypes différents des femmes noires à l'écran. Ça aussi, c'est très intéressant parce que on voit là qu'il y a une vraie évolution, on va dire, historique dans la façon de représenter les femmes noires au cinéma ou ici dans une série. La littérature scientifique met en avant le fait que, en fait, il y a de nombreux stéréotypes qui sont rabaissants et racistes pour représenter les femmes noires et qui ont pour but, en fait, de normaliser et naturaliser le racisme contre les Noirs. Alors, en fait, j'ai déjà évoqué la mulâtre ou la métisse tragique, qui est tiraillée entre deux identités raciales et qui est destinée à souffrir du fait de sa double appartenance culturelle. Cette métisse tragique, en général, est née du viol de sa mère par un maître blanc. Et ici, on la retrouve avec le personnage d'Addie Monroe. Mais si on en revient à Octavia Spencer, en fait, la série permet de déconstruire d'une certaine manière les stéréotypes qui existent et en même temps de les valider. En fait, c'est assez sensible parce qu'on s'aperçoit que ce personnage de Madame C.J. Walker serait en quelque sorte ce qu'on appelle la matriarche, en fait, une femme très maternelle, mais en même temps puissante, qui a tendance à émasculer les hommes. En fait, c'est une série grand public diffusée sur un média très grand public qui ne peut pas s'empêcher d'une certaine manière de reprendre d'une certaine façon ces stéréotypes tout en les remettant en question. Alors, dans les autres stéréotypes qu'on peut évoquer, donc il y a la saphir, une femme noire, en colère, têtue, bruyante, une sorte de garce noire. On trouve aussi donc la mamie, qui accepte un rapport de subordination. C'est généralement une domestique plantureuse qui est assez impertinente et qui a été incarnée en fait par Hattie McDaniel dans Autant en emporte le vent en 1936. Et le rôle de la mamie, c'est un rôle qu'on a attribué aussi à Octavia Spencer dans le film que j'ai évoqué tout à l'heure, le film de 2011, La couleur des sentiments, avec le personnage de Mimi. Et en fait, dans cette série, se télescope tous ces stéréotypes qui tendent à déféminiser ou démoniser les femmes noires, les montrer comme souvent soumises à des comportements inappropriés. Mais en même temps, il y a une sorte de défi. Ce qui m'a intéressé dans Self-Made, c'est que, en fait, on a quand même, il y a beaucoup de célébrités noires qui sont coproductrices du film et l'actrice principale elle-même. Et il y a un désir de réfléchir sur qu'est-ce que c'est un personnage noir à l'écran. Quelle histoire on a envie de montrer dans les médias grand public. Et aussi quel moment de l'histoire afro-américaine on a envie de montrer. Et je pense que cette déconstruction des stéréotypes est présente, même si il y a des similarités avec ce qu'on trouve dans d'autres films, parce que justement,
on est dans le récit, la glorification d'une femme noire qui assume le fait d'avoir la peau foncée, qui essaye de ne pas être enfermée dans les conventions des migrantes, et il y a la création d'une héroïne. C'est un petit peu, self-made, à l'inverse de beaucoup de films où on a des femmes afro-américaines, qui sont quand même la dernière roue de la charrette au cinéma et dans les séries. Il y a la construction d'une héroïne, une héroïsation de la femme noire qui devient finalement un personnage de premier plan. Self-Made aussi, Clémentine Tholas, c'est une série historique et pour bien comprendre cette série-là, c'est aussi important d'avoir quelques repères justement sur le contexte. Alors peut-être vous pourriez nous présenter ce qu'on voit à l'écran, cette période qu'on voit à l'écran et ce qu'on appelle dans l'histoire états-unienne la Grande Migration. Alors tout à fait. En fait, la série m'a énormément intéressée parce que ça proposait une représentation visuelle qu'on trouve peu finalement, qu'on trouve peu dans la culture populaire, cette grande migration qui est une période charnière, donc au tournant des années 1910, quand les Africains américains quittent le sud pour aller habiter dans le nord. Alors, c'est quand même la migration nord-sud, c'est quelque chose qui existait déjà au moment de l'esclavage. Quand les esclaves noirs s'enfuyaient pour atteindre le Canada ou la partie nord de l'Amérique, enfin des États-Unis, pardon. Mais là, en fait, on est dans la période post-reconstruction. L'esclavage est terminé, il y a eu la reconstruction et un peu avant 1910, 9 Noirs sur 10 en fait habitent dans le sud et ils vivent du métayage, ce métayage qui ressemble quand même à de l'esclavage. Ils vivent dans un grand dénuement et font face avec des tensions raciales qui sont énormes parce que la société sudiste, la mentalité sudiste n'a pas changé même si l'esclavage a été aboli en 1865. Et donc, il y a un mouvement migratoire qui s'opère vers le nord pour accéder à la prospérité, à la modernité. En fait, la grande migration, ça commence à l'époque des années 1910, mais ça se continue sur des décennies et près de 6 millions de Noirs vont fuir le Sud, vont fuir les lois Jim Crow pour trouver du travail dans le nord urbain et industriel. Donc, c'est lié aussi à l'histoire économique des États-Unis et à ce boom industriel autour des Grands Lacs, finalement dans le nord et puis dans une partie du Midwest. Et on est dans un moment où le nord est à nouveau une terre promise. Alors, pas la même terre promise, ce n'est pas la liberté totale au moment de l'esclavage, mais c'est une liberté économique, sociale, politique. Et donc, les Noirs américains imaginent le Nord comme l'endroit où ils auront enfin accès à la pleine citoyenneté. Parce qu'il faut le rappeler quand même, pendant la Reconstruction, avec les 14e et 15e amendements à la Constitution, ils deviennent citoyens et ils vont avoir le droit de vote. Et donc, ils ont l'impression que toutes les frustrations, qu'elles soient économiques ou politiques qu'ils subissent dans le Sud, vont s'arrêter quand ils vont aller dans le Nord. Et il y a quand même aussi, c'est une période charnière, puisque avec la Première Guerre mondiale, il va y avoir une accélération de cet exode noir vers le Nord, puisqu'il y aura une pénurie de main-d'œuvre blanche du fait de la mobilisation pour aller se battre. Et donc, Self-Made s'intéresse en fait à cette vie noire, urbaine, florissante, qui n'est généralement pas montrée à l'écran. Alors, quand même, ça doit être dans l'air du temps parce que en début d'année 2021, sur Netflix est sorti un autre film qui s'intéresse aussi à la même période, alors cette fois aux années 20, et donc un film intitulé Le blues de Ma Rainey avec Viola Davis. Et donc, il y a un regain d'intérêt pour la
la Grande Migration. Voilà. Et donc, comment on le trouve dans la série? On a le parcours personnel de Madame C.J. Walker qui quitte Saint-Louis dans le Missouri pour aller s'installer à Indianapolis, donc dans les années 1910, et participer donc à ce grand boom de la ceinture de la manufacture. Clémentine Tholas, vous qui connaissez très bien l'histoire et la civilisation nord-américaine, justement, cette grande migration, ça vous a intéressé parce que traditionnellement, vous l'avez dit, hein, on l'a peu présentée, en tout cas dans la culture à la fois visuelle et populaire. Comment était-elle représentée? Puis vous venez un petit peu de nous donner une ébauche de réponse avec le film que vous venez d'évoquer à l'instant, mais on a quand même aujourd'hui disponible sur différentes plateformes des moments clés sur le phénomène, en tout cas transformé en série, de l'histoire des Africains américains. Je pense notamment à des séries qui viennent de sortir, comme Underground Railroad, par exemple, ou comme on a aussi déjà évoqué avec vos collègues, par exemple, The Good Lord Bird. Ça, c'est une partie peut-être plus connue, en tout cas l'esclavage, mais celle-ci, moins connue, la Grande Migration, apparaît donc à travers la série Self-Made. Tout à fait. Mais en fait, la Grande Migration est présente dans la culture visuelle des États-Unis dès les années 30, on va dire, mais dans la peinture. Donc, en fait, découle de cette Grande Migration un mouvement culturel qui s'appelle le Harlem Renaissance, qui va impliquer des musiciens, des peintres, des dessinateurs, des réalisateurs. Et donc, on trouve dans les peintures des années 30 et même 40, chez des gens comme Aaron Douglas ou Jacob Lawrence, la mise en scène de cette grande migration et de la transformation de la vie des Afro-Américains, donc qui ont quitté les champs pour se rendre aux usines et qui découvrent ce que c'est que le mode urbain. Cette vie urbaine, on la trouve aussi finalement dans les films de Oscar Micheaux. Oscar Micheaux, premier réalisateur africain-américain de renom, qui va faire des films à partir de 1919, et c'est ce qu'on appelle les race films, qui s'intéressent en fait à une vision digne de la communauté africaine-américaine aux États-Unis. Et ces race films sont faits par des Noirs, pour des Noirs, en employant que des Noirs. Donc, au moment où, en fait, on a la naissance d'une culture africaine-américaine fière, qui s'affirme et qui veut que le reste de l'Amérique la voit comme une culture riche et une culture légitime, on a des productions visuelles. Et puis après, eh bien, il va y avoir une espèce de grand désert où ça va complètement tomber à la trappe. Et en 1981, sort le film de Milos Forman, Ragtime. Et alors, c'est une sorte d'ovni qui se déroule à New York et qui présente en fait la vie d'un musicien de ragtime qui fait de l'accompagnement musical pour des films muets. Donc, ça m'a interpellée d'autant plus. Mais Ragtime, donc ce film des années 80, parle de la grande migration, et sinon, il y a très peu de films qui s'y intéressent. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'à l'écran, ce qui semble intéresser les gens, c'est la question de l'esclavage et la question du combat pour les droits civiques. Et bizarrement, tout d'un coup, cette grande migration revient sur le devant de la scène parce que c'est une sorte de moment oublié, une période historique à laquelle il faut redonner ses lettres de noblesse pour avoir une construction plus cohérente de la mémoire collective des Africains américains. Et pourquoi on lui redonne ses lettres de noblesse? Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu la grande migration et donc la réflexion sur l'intégration de la communauté noire aux États-Unis dans les années 1910 qui est liée,
il n'y aurait pas eu le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. En fait, je ne veux pas dire que la culture populaire opère une réécriture de l'histoire, mais il y a quand même une posture un petit peu révisionniste qui est intéressante parce qu'on remet sur le devant de la scène un moment oublié pour dire ça, c'est l'origine. Ce moment-là, c'est le moment clé, quand il y a eu une réflexion sur le leadership noir américain, sur la redéfinition de la place des Noirs dans la société. Et finalement, le cinéma, les séries se sont beaucoup intéressées donc à la question de l'esclavage, qui est quand même le gros problème américain, et aussi donc au combat des droits civiques pendant les années 60, pendant les années 50, mais on a besoin de voir les racines du combat, et les racines de ce combat pour les droits civiques, c'est les années 1910, avec par exemple la création en 1909 du premier organisme qu'on peut désigner comme mouvement de droits civiques, donc la National Association for the Advancement of Colored People, la NAACP, c'est en 1909. Et je pense qu'il y a un besoin de redécouverte donc de ce moment où la fierté noire est à l'honneur et où la question du rôle politique de la communauté noire aux États-Unis, les débuts de la ségrégation, enfin, on n'est pas au début, hein, il y a déjà 25 ans de ségrégation dans les années 1910, mais comment les Africains-Américains s'affirment dès le début du XXe siècle. Oui, effectivement, Clémentine Tholas, vous avez raison. On a souvent tendance à voir le point de départ, hein, l'esclavage, et puis son abolition au milieu du 19e siècle, suite à la guerre de sécession. Et puis, on voit plus tard, 100 ans plus tard, on voit les mouvements, la conquête des droits civiques avec Malcolm X, Martin Luther King. Des films ont été faits sur ces icônes-là, par exemple. Et puis, l'entre-deux, on le voit moins. Et c'est aussi l'intérêt, d'ailleurs, de cette série-là, de montrer qu'est-ce qui se passe avant, d'essayer d'aller aux racines de cela. Alors justement, vous évoquez avec nous cette ségrégation raciale. Peut-être pourriez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe en ce tout début du XXe siècle aux États-Unis? Alors en fait, la ségrégation raciale aux États-Unis est liée à un arrêt de Cour suprême, donc de 1896, l'arrêt Plessy versus Ferguson, qui établit que les Noirs et les Blancs aux États-Unis sont séparés mais égaux, ce qui est une formulation assez contradictoire, mais ça va être toute la doctrine qui va soutenir en fait le système de la ségrégation dans l'ensemble du pays. Et à cette doctrine donc séparés mais égaux, viennent se rajouter les lois de Jim Crow qui sont particulièrement virulentes dans le Sud et qui vont être des lois locales qui vont renforcer la ségrégation pour empêcher les Africains-Américains de jouir des droits civiques qu'ils ont en théorie. J'ai mentionné donc le 14e et le 15e amendement. Ils ont des droits en tant que citoyens. Mais toute cette ségrégation raciale et toutes ces mesures locales, spécifiquement dans le Sud, va les empêcher d'accéder à leurs droits. Et en fait, ce qui est intéressant dans la série, c'est que cette ségrégation est évoquée de manière un peu anecdotique par quelques épisodes spécifique. Alors, dans le premier épisode de Self-Made, il y a le combat du siècle entre le boxeur Jack Johnson, qui était champion du monde en 1908, et le boxeur blanc James Jeffries. Et donc, ce combat du siècle en 1910 est aussi vraiment le combat pour le respect des Noirs par le biais avec la personne de Jack Johnson, qui est un athlète. Et en fait, son rival Jeffries veut montrer qu'un blanc est toujours meilleur qu'un noir. Et donc, il y a vraiment un enjeu politique à ce match de boxe qui se tient dans le Nevada. Et la victoire de Johnson, c'est la victoire. On le voit à l'écran, dans une scène où
la famille de Madame C.J. Walker suit le match euh, donc, par télégraphe. Et il y a une victoire de la communauté de dire, vous voyez, nous sommes capables, même si vous gens de l'Amérique blanche, ne nous croyez pas capables de succès, ne nous croyez pas capables de grands accomplissements, nous sommes capables de gagner comme Jack Johnson. Il y a des scènes aussi où, par exemple, on voit le couple Walker dans un cinéma ségrégué. On devine qu'ils doivent voir des race films. Et puis, il y a aussi l'évocation de lynchage dans le dernier épisode, un personnage récurrent de la série, mais un petit peu secondaire, qui s'appelle Sweetness, est lynché. Et donc, il y a des obsèques assez grandioses pour lui rendre hommage. Il n'était pas très fréquentable, mais tout d'un coup, en fait, dans sa mort, il devient l'image de l'oppression imposée aux Noirs juste parce qu'ils sont noirs. Et on comprend finalement la souffrance qui est liée à la ségrégation, le fait que peu importe le type de comportement, peu importe le désir d'ascension sociale ou d'intégration qui est présent chez les Noirs, ils sont rejetés par les Blancs, rejetés au point d'être lynchés. Et d'ailleurs, donc dans la série, c'est pas vraiment mentionné, mais en réalité, donc Sarah Breedlove, Madame C.J. Walker, va devenir philanthrope et donner beaucoup d'argent à la lutte contre le lynchage. Et puis, voir cette série, ça permet aussi, Clémentine, de voir finalement qu'on n'est pas face à une communauté africaine-américaine, j'allais dire univoque en tout cas. On voit bien hein, l'idée qu'une partie de cette communauté s'est embourgeoisée, et comme on peut le suivre avec Madame C.J. Walker dans la série d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, j'ai parlé d'un parcours, d'une success story, mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est l'idée que la réussite professionnelle d'une femme noire peut avoir des conséquences pour d'autres femmes noires qui sont ses employés, et ça fait avancer, alors là je cite, la cause des Noirs de manière générale. Elle dit l'entrepreneuriat féminin profite à tout le monde. C'est une sorte de leitmotiv. Et en effet, on voit son accès à la classe moyenne, à la bourgeoisie, mais aussi le parcours de vie de ses employés. Qui sortent donc d'une sorte de misère ouvrière pour accéder à une condition plus fortunée au sein de la classe moyenne. Enfin, cette idée que le travail dans son usine va permettre une ascension sociale donc, à cette femme, mais aussi à des hommes et des femmes de couleur est très important. Cet embourgeoisement de la population noire, en fait, on le voit plutôt dans la deuxième partie de la série avec un lieu très significatif, un salon de beauté qui s'appelle la Dark Tower, qu'elle va créer avec sa fille à New York. Et on peut se demander d'ailleurs si le nom, la Dark Tower, n'est pas une référence à une peinture d'Aaron Douglas qui s'intitule The Song of the Towers. Question ouverte. Mais en tout cas, cette Dark Tower, c'est le temple du chic et du raffinement pour les femmes africaines-américaines riches. Et toute la série, en fait, met en avant l'idée qu'il y a vraiment une forme de dignité qui va être gagnée par les Noirs avec leur embourgeoisement. En fait, quelque chose d'intéressant, c'est les costumes. Les habits qui sont portés, on voit qu'il y a vraiment un clivage entre un clivage visuel et puis un clivage au niveau donc de l'habillement entre les Noirs restés dans leurs conditions
ouvrières, que ce soit dans le sud agricole ou ceux qui travaillent à l'usine, et les Noirs qui bénéficient donc de cette ascension sociale et qui finalement vont avoir un mode de vie très aisé. Et finalement, on va au-delà de l'embourgeoisement, c'est-à-dire que Madame C.J. Walker devient millionnaire. Les derniers moments de la série évoquent son emménagement donc, dans l'État de New York, dans une communauté extrêmement privilégiée avec tous les autres millionnaires et milliardaires américains blancs. Et dans les derniers quarts d'heure du dernier épisode, il y a une rencontre entre Madame C.J. Walker et Rockefeller, qui est son voisin. Donc, il est en train de tirer à la carabine dans son jardin, et puis ils se rencontrent et ils discutent du rôle du patron, du rôle de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir la prospérité, quel est le rôle, c'est une vision très patriarcale et très paternaliste, quel est le rôle de l'employeur vis-à-vis de ses employés. Rockefeller suggère de les traiter comme des enfants et de décider pour eux, mais Madame C.J. Walker va faire l'inverse, elle va accéder à leurs demandes et prendre en compte justement leurs revendications. Mais c'est au-delà de l'embourgeoisement avec ce personnage. Il y a une vraie célébration de l'idée qu'on peut s'élever au plus haut de la société américaine. Et je voudrais répéter vraiment le terme de méritocratie. En fait, on nous parle d'une femme noire, mais c'est surtout une femme américaine qui valide complètement l'idée que le travail permet d'accéder à un statut social supérieur et d'accomplir ses rêves. Le terme de rêve revient énormément dans la série. C'est maintenant le moment peut-être d'évoquer ensemble, Clémentine, les débats qu'il y a politiques à cette époque-là, notamment entre Washington et Dubois sur les moyens que doivent utiliser les Noirs pour s'élever socialement. Ce qui nous montre aussi d'ailleurs qu'il y a ici, on le voit dans la série, dans cette communauté, dès le début du XXe siècle, l'expression d'une nouvelle fierté raciale. Oui, alors je trouve que la série met vraiment à l'honneur, enfin, je ne sais pas si c'est à l'honneur, mais en tout cas arrive à retracer le conflit entre Booker T. Washington et W.E.B. Du Bois de manière flagrante. Alors on a vraiment deux personnages qui ne sont pas au premier plan de l'intrigue, mais dont l'affrontement en fait a rythmé les positionnements politiques et idéologiques sur la place des Africains américains aux États-Unis. Alors d'un côté, donc Booker T. Washington, qui est né esclave en Virginie, qui a reçu une éducation à l'Institut Hampton pour les anciens esclaves, qui est finalement partisan de l'idée que l'élévation du peuple noir va passer d'abord par le travail manuel et qui ne souhaite pas la fin de la ségrégation à tout prix. Donc ce positionnement idéologique est ce qui va être appelé dit Atlanta Compromise, le compromis d'Atlanta, et il est persuadé que l'indépendance économique des Noirs est supérieure et bien plus importante au besoin de se battre pour l'égalité sociale et politique. Alors, pour ce faire, il crée et en fait dirige l'Institut Tuskegee, qui est un institut agricole et professionnel, et son positionnement idéologique, le fait qu'il insiste sur l'autodétermination économique pour changer la vie des Afro-Américains et pas sur l'égalité sociale et politique, va lui attirer les faveurs de la classe politique, notamment de Theodore Roosevelt, donc en 1901,
Booker T. Washington est le premier Africain-Américain invité à la Maison-Blanche, et puis il devient une sorte de conseiller présidentiel sous Theodore Roosevelt et sous Taft aussi. Et donc ce personnage apparaît dans la série. Alors il est extrêmement antipathique, il rabaisse largement Madame C.J. Walker, il refuse de lui donner la parole à une convention d'entrepreneurs et elle la prend. Donc, il est furieux, il dit que c'est un débordement grossier et déplacé, et il ne comprend pas en fait sa démarche à elle, parce que pour lui, les produits de beauté, une entreprise de produits de beauté n'a pas sa place pour faire progresser le peuple noir. Ça n'a pas d'intérêt, ça pousse les Noirs à adopter des standards de beauté qui sont eurocentriques, et puis c'est de l'argent gaspillé, on ne va pas dépenser son argent dans les cosmétiques. Ce qui est intéressant avec ce personnage dans la série, c'est qu'en plus, on le voit très sexiste. Très, très sexiste. Pour lui, ce qui compte, c'est la cause de l'homme noir qui doit avancer en premier, et pas de la femme, bien évidemment. Mais ça reprend finalement toutes les tensions qui ont pu exister entre les féministes et les abolitionnistes au XIXe siècle. Frédéric Douglass s'était associé aux féministes pour la question du droit de vote, et il leur a coupé l'herbe sous le pied à un moment en disant que finalement c'était un petit peu plus important, c'était que les Africains-Américains puissent avoir le droit de vote. C'était ce qu'on appelle the Negro's Hour, le fait que c'était l'heure pour les hommes noirs américains d'accéder à cette citoyenneté par le vote, et que les femmes pouvaient bien attendre. Donc là, je trouvais qu'il y avait un écho avec le discours attribué à Booker T. Washington dans la série, l'idée que c'est l'homme noir en premier et que la femme, on peut la laisser se débrouiller. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la série met sa femme à l'honneur. Et il y a tout un débat sur ces rapports hommes-femmes dans la question de la création d'une nouvelle communauté noire aux États-Unis. Quel est le rôle des femmes? Est-ce qu'elles sont forcées de rester dans l'arrière-cuisine, de rester dans l'ombre? Et puis, la série, quand même, donne la parole à Margaret Murray Washington, la femme de Booker T. Washington, et donne de l'importance au fait qu'en fait, elle a créé the National Federation for African American Women, et ce groupe, cette association nationale de défense des femmes noires va soutenir financièrement Madame C.J. Walker. Donc les femmes de cette association vont devenir les généreuses donatrices qui vont permettre le lancement de l'usine de produits cosmétiques capillaires. Alors, pour en revenir au débat entre Washington et puis Du Bois, donc il est présent, il est suggéré au détour de certains dialogues. Certains investisseurs disent à Madame C.J. Walker, on n'était pas forcément convaincus par vous, mais on sait que vous avez tenu tête à Booker T. Washington et à son compromis honteux, donc on va vous soutenir. Donc on trouve aussi Du Bois présent dans la série. Elle le rencontre au détour d'un dîner mondain. Et Du Bois, c'est vraiment le grand détracteur de Washington. Il l'accuse d'être à la solde des Blancs, de vouloir maintenir donc, les Noirs dans une condition inférieure, parce que pour lui, ce qui est important, c'est l'obtention de l'égalité et des droits civiques. Et à l'inverse de Washington, il encourage à une action politique directe, à l'agitation pour y arriver. Donc, le mouvement de Du Bois, c'est le mouvement Niagara. Il va faire partie des gens qui créent la National Association for the Advancement of Colored People, qu'on a déjà évoqué, la NAACP en 1909. Et alors ils n'ont pas le même parcours. Du Bois est né libre. Il a fait une thèse à Harvard, donc une thèse sur le commerce triangulaire aux États-Unis, donc une thèse engagée politiquement. Il est enseignant-chercheur, il est sociologue. Il n'y a pas le même positionnement social, il n'y a pas le même discours.
Et dans la série, mais les deux sont quand même à l'honneur et on voit finalement ce combat entre deux leaders noirs, entre deux idées pour pouvoir intégrer les Africains américains dans la société. Alors, une scène clé de la série et une référence historique très forte, c'est la conclusion du discours de Booker Washington où il dit « Nous pouvons vivre séparés et égaux », évidemment une référence non déguisée à la doctrine de Plessy versus Ferguson. Voilà. Mais d'un côté, on a un homme on a Booker T. Washington, un homme noir qui veut que la communauté noire américaine bénéficie du progrès social et progrès économique, mais qui accepte une forme de soumission pour y arriver, tandis que Du Bois, lui, est dans un combat et une dénonciation des inégalités, et donc un engagement politique beaucoup plus fort et peut-être plus militant. Vous avez évoqué Clémentine Tholas au début de cette interview, de cet enregistrement autour de la série Self-Made, l'idée que cette série aussi mettait en avant une figure noire américaine en parlant de ses traits esthétiques. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Revenez un petit peu, si vous voulez, peut-être en guise de conclusion d'ailleurs à cette émission, à comment la série met en avant et traite, et comment d'ailleurs Madame C.J. Walker traite à la fois les cheveux et la couleur de peau chez les Africaines américaines. Alors en fait, la série s'ouvre sur des considérations sur qu'est-ce qu'est le cheveu des femmes noires américaines. Donc la voix off de Madame C.J. Walker dit « Les cheveux reflètent la beauté, reflètent les émotions. Les cheveux reflètent notre héritage et ils nous rappellent qui nous sommes, où nous venons, où nous allons. » Elle ajoute « Les cheveux sont une force. » Donc, il y a toute une problématique liée aux cheveux, à la différence entre cheveux coiffés, cheveux transformés et cheveux naturels qu'on trouve dans la série, mais aussi de manière générale dans la société américaine. En fait, il y a un souci. Le cheveu afro-naturel est considéré comme moins respectable que le cheveu lissé. Et en fait, il y a des standards de beauté racialisés et eurocentriques qui font que la peau claire et les cheveux lissés vont être soit un facteur d'attractivité ou de répulsion. Alors, on voit dans la série, mais aussi de manière générale, qu'on encourage les femmes à soigner leurs cheveux, à les lisser et à adopter finalement des coiffures avec une sophistication qui rappelle les canons de beauté blancs. Alors, la série est un petit peu problématique parce que à la fois, on parle d'une libération pour la femme noire, mais on voit que ces cheveux lissés dans les années 1910-1920 sont liés à un statut social bourgeois, une appartenance à la classe moyenne dont on a parlé, et que finalement, le cheveu devient la marque visible d'une aspiration ou d'un signe d'une aspiration sociale autre ou d'une appartenance sociale spécifique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui, finalement, cette différence entre cheveux lissés et cheveux naturels dans un contexte avec une dimension un petit peu plus politique. Alors, un exemple, peut-être en guise de conclusion, le cheveu naturel, en fait, est associé à une certaine forme de militantisme. L'icône même du cheveu naturel, c'est pas Madame C.J. Walker, en fait, c'est Angela Davis. Et on s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, des femmes avec du pouvoir, avec un rôle de représentation de la communauté noire américaine, se lissent les cheveux. On peut parler de Michelle Obama, on peut parler de Oprah Winfrey, et surtout de la vice-présidente actuelle, Kamala Harris, qui n'ont pas des cheveux naturels et qui finalement reproduisent ce qui existe depuis l'époque de l'esclavage, la transformation du cheveu noir selon des canons blancs, essayer
de recréer en fait un idéal de beauté blanc. Et il y a vraiment des enjeux d'acceptation qui sont liés aux cheveux et à la couleur de la peau, mais ici, notre propos, c'est plutôt le cheveu. Voilà. Merci Clémentine Tolas pour cette émission sur la série Self-Made disponible sur Netflix. On vous encourage à aller la regarder parce qu'elle présente, vous l'avez dit, on a essayé de le montrer tout au long de l'émission, cette période de la société américaine, africaine-américaine en tout cas, du début du XXe siècle, qui recontextualise pas mal de choses et qui permet, peut-être pour ceux qui auront vu, on l'a évoqué aussi dans le propos, les séries qu'il y a sur l'esclavage ou la fin de l'esclavage qui sont sorties notamment sur Amazon Prime, je pense à Underground Railroad, ben, ça permet de voir la continuité historique avec ces périodes-là. Alors, vous avez fourni, Clémentine, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com et puis vous retrouvez, comme toujours, le résumé de cette émission sur le site de notre partenaire nonfiction.fr que je vous encourage à aller regarder pour retrouver toutes nos émissions qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et Spotify. Clémentine, merci beaucoup, puis à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.